D'accord. On est un petit peu pris par le temps, si possible. Bon, pour le fait générateur, juste 5 minutes. Pour le fait générateur d'imposition des plus-values immobilières et la cession des biens immeubles, bon, l'imposition d'excédent entre le prix de cession qui est le prix réel stipulé dans l'acte. En effet, si le prix de cession net du profit est supérieur au prix d'acquisition du bien par le financier, l'excédent constitue bien sûr une plus-value imposable. Cette mesure limite ainsi les risques et bien sûr spéculation, puisque la loi marocaine et la loi islamique présument d'une activité et activité bien sûr spéculative pour qu'ils puissent quand même avoir l'intervention de temps après l'acquisition de biens, et lorsque les opérations favorisant des gains à court terme, bien sûr, qui se répètent. Par ailleurs, l'administration fiscale tiendra compte du prix d'acquisition plus que du prix de cession pour calculer la plus-value réalisée par l'acheteur. Si, bien sûr, revend le bien, cette mesure endiguera les intentions spéculatives des acheteurs finaux, mais tout en augmentant le cas échéant d'assiette d'imposition. Dès l'éclaircissement sont également apportés en matière de taxes professionnelles et de la valeur ajoutée. Les biens acquis par la technique de la murabaha ne sont pas compris dans la base d'imposition bien sûr financière, et qui convient bien sûr de retrancher du prix de vente immeuble. Le prix d'acquisition et les charges externes, bien sûr, les produits nets de cession, on parle bien sûr de toutes les charges, soit d'exploitation, soit financières, donc sont déterminés de la valeur ajoutée. Bon, je vais juste, bien sûr, il me reste il n'y a pas assez de temps pour que je puisse expliquer ce que. Donc, je vais juste en grosso modo, 2 lignes sur le scoop. Alors, bien sûr que l'imposition de scoop, sachant que la catégorie sont des titres financiers à un revenu fixe, tout instrument financier procurant un rendement périodique fixe, bien sûr, comme les titres de créance, les obligations, les bons de trésor, et ainsi de suite. Or, la loi islamique ne permet pas ni l'achat ni vente de tels titres en raison de la présence d'une dette grevée d'un intérêt quand même. Donc c'est pour ça que la loi islamique ne permet pas d'acheter ces sortes d'obligations et de titres. Espérons bien que le Maroc il a un atout quand même à gagner. Comme mon collègue tout à l'heure, M. Daraoui, m'a dit que le Maroc frappe bien sûr une géographie bien sûr très importante. Espérons que la finance quand même islamique peut apporter des ressources fraîches au Maroc, et des ressources estimées entre, bien sûr, il y en a des estimations entre 3 à 7 milliards de dollars venant des pays Golfe et de Malaisie, de l'Indonésie, mais aussi des communautés arabo-musulmanes vivant en Europe. Donc l'arrivée de la finance islamique permettra également d'augmenter le taux de bancarisation en répondant à une frange de la population marocaine en attente de ce type de produits financiers conformes à la charia. Alors, je vous remercie quand même pour votre auditoire. Merci à M. Abdelawi Habachi pour cet exposé qui nous a présenté, bien sûr, d'une manière peut-être un peu précipitée, les différents problèmes d'ordre juridique qui se posent pour le développement de la finance islamique au Maroc.
Alors, cela me permet de passer directement à la deuxième intervention. Je vais donner la parole à M. Mohamed El-Mahdi, qui est consultant formateur en management stratégique et qui peut-être lui va nous parler un petit peu d'une manière générale des entraves à l'émergence de la finance islamique au Maroc et nous donner une tentative d'interprétation de ces entraves. À vous la parole, M. Mahdi. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam ala rasulillah. Tout d'abord, je remercie l'équipe organisatrice et je remercie le centre de recherche. Et je remercie bien sûr la faculté. Je crois que c'est une première de se retrouver dans un centre de recherche financé par les bonnes volontés, Massini. À la limite, on retrouve tout. On retrouve le volet instruction, savoir, le volet, je dirais, foi, puisque la Cégide est juste à côté, et le volet mobilisation des compétences et, on va dire, des compétences aussi bien financières qu'organisationnelles. C'est une première et j'aurais souhaité que la même expérience soit dupliquée dans d'autres régions du Maroc. Donc je terminerai tout à l'heure par cette conclusion lorsqu'on parle de mobilisation de la société civile. Je crois qu'il y a une faille au niveau de l'organisation, au niveau de la mobilisation, et sans cette mobilisation, on ne peut pas aller loin. Et il y a un principe ou un adage qui dit qui veut peu, des études empiriques qui ont concerné en priorité ou en premier lieu les TPE marocaines dans le cadre d'une étude menée pour le compte de la GIZ, la coopération technique allemande, qui s'intéressait à l'élaboration d'une stratégie nationale pour la promotion de la PME, de la TPE au Maroc. Considérant que la TPE elle est délaissée aussi bien par le secteur bancaire que par le microcrédit, parce qu'elle ne peut pas être approchée, ni par le microcrédit qui est plafonné à un financement de 50 000 dirhams, c'est le maximum, ni par le secteur bancaire qui considère a priori que c'est un secteur bien risqué. Et auquel cas, donc, elle est en stand-by et elle ne peut absolument pas être approchée. Et puis la deuxième étude, elle a été menée dans le cadre d'un sondage d'opinion auprès de personnes sensibles à la finance islamique, dans la mesure où, dans le cadre des activités de notre association, qui est l'association marocaine des études et de la recherche en économie islamique, nous organisons un certain nombre de manifestations et nous capitalisons sur la présence d'un auditoire ou d'une assistance assez diversifiée pour essayer de sonder un peu l'opinion de cette population. Donc c'est une population cosmopolite ou diversifiée, mais assez sensible au volet finance islamique. La troisième étude, que je considère comme étant une étude menée auprès d'experts métiers, en l'occurrence ce sont les adhérents de l'ASMECI, aussi bien au niveau de Casablanca qu'ailleurs, et qui ont fourni l'effort de s'investir pour essayer de donner ou de répondre à deux principales questions: quelles sont les entraves et quelles seraient les actions ou les leviers pour réduire ces entraves. Je ne vais pas m'attarder sur l'état des lieux. Elle a été en partie, développée par les anciens collègues, mais dans l'état des lieux, je crois qu'il y a une conviction, voire l'euphorie actuellement, une partie du Premier ministre, mais malheureusement très fortement atténuée par les multiples réserves devant le Mali. Une forte attente de la population et des opérateurs économiques. Cette forte attente elle est matérialisée par une enquête menée par une structure, un organisme externe, c'est l'IFAS, c'est l'Islamic Finance Advisory and Insurance Services. Je crois qu'elle a été commanditée par le CDVN qui voulait, à la limite,
vite sonder un tout petit peu les attentes de la population marocaine. Ils ont avancé. Maintenant, ce n'est pas une enquête exhaustive qui a concerné l'ensemble de la population marocaine, mais je crois qu'ils ont travaillé sur un échantillon censé être représentatif. Les résultats sont 94% de la population marocaine serait intéressée par la finance islamique. C'est un chiffre qu'on peut considérer comme étant, je dirais, assez important, peut-être un peu amplifié ou gonflé, mais ce sont les résultats communiqués ou recueillis par cette structure étrangère. De plus, 7 personnes sur 10 seraient attirées par des produits d'épargne et de placement. Donc c'est un potentiel qui échappe totalement actuellement au circuit bancaire, souvent pour des raisons de conviction religieuse. Pour l'histoire, je dirais, j'ai travaillé assez longtemps au niveau de la banque populaire, et à l'époque, parce qu'il y avait une forte conviction religieuse, il y avait des clients fortunés, notamment qui interdisaient à la banque de porter l'ajout sur la fiche de position. À l'époque, c'était seulement une fiche de position. Les MRE, de même, je veux dire, ils interdisaient. Mais avec le temps, très certainement, ce degré d'intériorisation des préceptes de l'islam se sont un tout petit peu réduits, et auquel cas, donc, les gens n'accordent peut-être pas suffisamment d'importance à ce volet de riba ou d'interdiction lié aux conséquences qui sont générées. Certainement, l'introduction de la finance islamique ne manquera pas de hausser le taux de bancarisation, qui reste assez réduit. Et dans l'état actuel des choses, l'encours des produits islamiques au Maroc ne représente que 0,1% comparativement aux 4,9% affichés par l'Égypte. Pour les professionnels, parce qu'il y a un volet qui concerne les particuliers, c'est-à-dire les épargnants, mais il y a un volet qui concerne les professionnels. Il faut leurs attentes et les focaliser sur ils attendent à ce que la finance islamique apporterait des réponses palpables aux attentes des acteurs économiques, en insufflant une nouvelle dynamique des affaires, en contribuant à la résolution de la problématique de l'emploi, de la PME, de la levée des fonds pour financer les investissements publics de manière générale. Est-ce que la finance islamique, une fois installée au Maroc, va répondre à ces attentes? Un grand point d'interrogation. Tout dépend de la structure, des mesures d'accompagnement et de la réceptivité de la population. Dans le cadre d'une étude, comme je l'avais souligné tout à l'heure, portant sur les relations financières banques TPE, les dirigeants des TPE ont été invités à répondre à une question clé. Est-ce que la finance islamique dite alternative est basée principalement sur le partage des risques? Jouera-t-elle un meilleur rôle dans l'accompagnement et le soutien des TPE au Maroc? Leur réponse, c'est que pour la plupart des TPE interrogés, ou plutôt même des dirigeants des TPE, ils ont exprimé le besoin de la création d'une banque islamique. À leurs yeux, la finance islamique peut être en effet une alternative pour soutenir les TPE qui considèrent qu'ils sont délaissés par le système bancaire conventionnel. Les banques islamiques sont jugées plus conformes à leurs convictions religieuses, donc c'est un élément ou un facteur déterminant. Un programme national de financement de la création d'entreprises à travers les formules Moucharaka plus particulièrement, permettra de dépasser les contraintes classiques d'insuffisance de fonds propres des promoteurs et d'absence de garantie, tout en dynamisant la genèse des projets performants. Parce que l'une des entraves au développement de la TPE-PME, c'est l'exigence par le secteur bancaire d'un système de garantie assez consistant, chose qui fait défaut pour la plupart des promoteurs et plus particulièrement pour les jeunes entrepreneurs. Le marché, il est donc attentif et curieux de voir la valeur ajoutée de ce nouveau modèle supposé booster l'économie sociale, financer la PME-PMI, apporter de nouvelles formules de financement pour l'acquisition de logements plus particulièrement et de biens d'équipement conformes à la charia.
face à cette attente qui est, je dirais, très forte, et la baissée du marketing, notamment financier, devrait susciter l'intérêt des banques de la place pour répondre, pour proposer des formules répondant aux attentes de la clientèle. Et auquel cas, on peut se poser dès à présent la question pourquoi il y a ce dysfonctionnement. J'allais dire, les mêmes données, si on les retrouvait dans un autre contexte européen ou nord-américain, les banques de la place devraient se ruer pour coller aux attentes de cette population. Ce n'est malheureusement pas le cas pour notre pays. La preuve en est, c'est qu'au niveau de Banque du Maghreb, ce sont des demi-mesures. Il n'y a pas eu une réflexion globale. C'est une vision bien réductible. Un projet de loi incohérent, je ne vais pas rentrer dans le détail, et les amis et collègues ils en ont parlé. Un projet de loi qui reste incomplet et ne traite pas la problématique d'ordre technique ou de fonctionnement. On voudrait inviter les banques islamiques étrangères alors qu'on n'a rien préparé pour l'occasion, on ne les a pas rassurés, on ne les a pas sécurisés, et à chaque fois, on ouvre des parenthèses pour dire que Banque du Maghreb va s'y atteler pour répondre à vos interrogations. Donc, j'imagine qu'une banque islamique venant de l'étranger, elle ne sera nullement favorisée ni sécurisée pour qu'elle puisse pénétrer un environnement bien risqué. Un cadre réglementaire protecteur et conservateur, donc qui renforce plus ou moins les acquis des banques conventionnelles qui se sont installées dans une situation de rentier, beaucoup plus que de banques dynamiques participant au fruit du développement nécessaire ou nécessité par l'environnement. La preuve en est, c'est que les dernières statistiques relatant les résultats des premières ou des principales banques de la place affichent des résultats très forts, c'est-à-dire dépassant souvent les 20%, alors que la réalité au niveau de l'environnement, c'est une réalité entre guillemets, plus ou moins catastrophique pour la plupart des secteurs, notamment les TPE, les PME. Donc il y a un dysfonctionnement. Et le problème qui est posé, est-ce que les banques conventionnelles qui ont été dédiées pour financer l'économie jouent réellement leur rôle? Je prends pour exemple la région de l'Oriental, qui sur le plan statistique financier est considérée comme étant la première place du Maroc en termes de ressources, provenant plus particulièrement des LRE, alors qu'en termes de développement, je veux dire, on ne le sent pas, c'est une région bien marginalisée, et si au moins ce développement ou cette manne financière allait profiter à un développement par ailleurs sur l'axe classique Casa-Rabat, Mohamedia, mais ce n'est pas le cas. Donc c'est un financement peut-être un peu de spéculation, un financement de la consommation, mais ce n'est pas un financement de développement. Et l'exemple et la démonstration a été montrée hier par le professeur en Mauritanie pour dire qu'il y a réellement une croissance, mais sans développement. Le développement, on doit le palper à travers des indicateurs sociaux, économiques, etc. Est-ce que le Maroc a-t-il raté le train de la finance islamique à l'heure présente? On peut dire oui. C'est-à-dire il est le dernier à s'accrocher au dernier wagon de la finance islamique, et l'ouverture bien timide de Fatih Jarikon, prédestinée à l'échec. Pour moi, c'est un mort-né dès le départ. On ne voulait pas qu'il aille de l'avant. On ne concurrencer ou être compétitive avec une dizaine d'agences à travers le Maroc. Si je reprends le cas de Casablanca, il y a 2 points de vente. Ce sont des petits points de vente. Donc j'imagine que quelqu'un qui habite à 15 ou 20 km, il ne va pas effectuer le déplacement pour ouvrir son compte ou bien demander un crédit. Si on rajoute à cet élément-là de proximité, le manque de conviction du personnel, le manque de formation, etc. Donc la banque islamique, si elle n'est pas accompagnée d'une structure et de suffisamment de moyens, elle ne peut nullement être compétitive avec une banque conventionnelle classique.
J'anticipe sur la conclusion pour dire si la société civile s'érige en force de pression, on peut dire que les banques dites étatiques ou avec une forte participation du capital de l'État, en principe, elles doivent se convertir assez facilement. Je prends le cas de la Banque Populaire, de la CNCA, du CIH éventuellement, de Berry Dufry. Ce sont les particuliers qui font la force de ces institutions. Donc ce sont ces particuliers ou ces petites entreprises, etc., qui doivent jouer le rôle pour essayer de décliner ou d'infléchir un tout petit peu la trajectoire de ces banques. Sinon, une nouvelle banque, même si elle vient des pays du Golfe, elle ne peut nullement être compétitive, d'autant plus qu'on a réduit son champ d'investigation à un financement participatif, et dans le financement participatif, le risque il est très très fort. La preuve en est, c'est que les TPE financés dans le cadre du crédit jeune promoteur, ou Kawalati ou jeune entrepreneur, pour la plupart, elles sont tombées en faillite. Les PME vivent un problème, donc on ne peut pas demander à une banque qui vient de l'étranger pour s'intéresser au financement participatif alors qu'il n'y a pas une structure adéquate. Le risque il est très fort, et puisque le risque, il y a également un problème, de fond en amont, c'est que l'entrepreneur ou le prototype d'entrepreneur dit musulman, ou de bonne foi, il y a la force et le savoir, c'est-à-dire rares sont les quelques promoteurs qui rallient les deux facteurs, ou les deux ingrédients absolument nécessaires pour la réussite d'un quelconque projet. Et ouais, je passe directement. Oui, je ne fais que passer peut-être les diapos pour s'attacher. Si vous me donnerez 5 à 10 minutes, je pourrais peut-être. C'est un peu trop, je donne ça. Alors, jusqu'à 7, bien, je passe sur les perspectives. Comme je l'avais souligné tout à l'heure, on avait mené 2 enquêtes. Une enquête auprès d'un échantillon de population assez sensible à la finance islamique. Et, sur le plan niveau de connaissance, c'est très très moyen, 80%. Conviction, elle est très forte, 94%. Si une banque s'installe et qu'elle offre une offre de produits financiers, la plupart des personnes enquêtées seraient disposées à en faire usage. Quelles seraient les conditions par ordre d'importance de la conformité à la charia qui revient en tête? Le partage de risque, donc on imagine mal une banque islamique qui s'installe, comme c'est le cas de Dar Safa, donc elle ne finance, qu'elle ne commercialise que le produit Musharaka avec un point d'interrogation sur le produit Murabaha avec un point d'interrogation sur la manière dont la marge bénéficiaire est calculée, elle est souvent indexée sur le taux d'intérêt. Donc Ribaouia, conditions tarifaires avantageuses, éviter ou faire éviter aux banques islamiques de jouer sur la corde religieuse pour tirer le maximum de profit, comme c'est le cas pour un certain nombre de banques islamiques opérant dans d'autres contextes où le Murabaha, elle occupe, ou à la limite, plus que 80-90%. Ce n'est qu'au Soudan où le gouvernement a imposé, un partage, ou tout au moins l'allocation du financement Musharaka à hauteur de 30 ou 40%, et c'est un effort. La transparence et les de rigueur, le financement de projets d'investissement, pour dire que ce sont les facteurs déterminants avancés par les enquêtés qui amèneraient éventuellement un client potentiel à opter pour une banque dite islamique. Les formules de financement islamique répondant à leurs attentes, c'est un peu toutes les formules, mais il y a un besoin capital ou déterminant, c'est le besoin d'acquisition de logement, et un autre besoin pour les jeunes, c'est la création d'entreprises. Est-ce qu'ils opteraient davantage pour les guichets financiers islamiques au sein des banques conventionnelles? C'est 4%,
pour la plupart, ils voudraient une banque islamique autonome. Et l'expérience de Dar Safa, elle est toute fraîche pour dire que l'expérience elle est ratée. Comment ils seraient plus rassurés quant à la conformité des formules de financement proposées avec le Sharia? C'est l'existence d'un comité Sharia au sein de chaque banque. Avec 81% de réponses, un seul comité au sein de la Banque centrale, le pourcentage est assez réduit, 12%. D'autres personnes, ils ont voulu mixer un tout petit peu, comme c'est le cas pour la Malaisie, entre un Sharia board au niveau de chaque institution et un Sharia central au niveau de la Banque centrale. Quelles sont les conditions de l'issue de la finance islamique au Maroc? Elle revient, je veux dire, c'est le leitmotiv, c'est afficher une réelle volonté politique, appuyée d'un engagement ferme de tous les acteurs sur sa mise en œuvre, œuvrer pour une forte mobilisation des citoyens, donc de la société civile dans toutes ses composantes, se conformer strictement à la charia et vulgariser donc un problème de communication, les concepts de l'économie et de la finance islamique, aussi bien au niveau de, je veux dire, en amont qu'en aval, au niveau de l'université, voire de l'instauration au niveau des, je veux dire, de tout le cycle d'enseignement, avec une forte implication de nos chers fuqaha ou ulama. Préparer la nouvelle génération de professionnels de la finance islamique à travers des cycles de formation, instaurer un climat de confiance entre les divers acteurs de la finance pour éviter toute déviation de la finance islamique de sa